That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour plutôt ou bonsoir, ça va dépendre en tout cas de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un confrère ou plusieurs confrères, consoeurs qui ont eu des malades mentaux, des cinéphiles, même si je pense que c'est un pléonasme de nous dire malade mental et cinéphile, peut-être on en parlera après dans l'émission. On va parler de Pardon le cinéma, qui est un podcast audio, podcast sonore qui existe depuis précisément le 24 janvier 2020, même si le 15 janvier, il y avait eu un petit, j'allais dire un texte de présentation, mais c'est plutôt une petite bande-annonce où notre invité avait un peu posé les bases de cette émission et pourquoi cette émission doit exister. Notre invité, c'est Victor Bonnefoy. Vous le connaissez, il a créé une chaîne il y a longtemps de cela qui s'appelle In the Panda. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Pardon le cinéma. Comment vas-tu, Victor ? Ça va très bien, ravi d'être là, Samir. Merci de l'invitation. Mais je t'en prie. Alors, il y a une question que j'ai tendance à poser à pratiquement tous mes invités. Mais avant de te la poser, je voudrais surtout remercier Marc Mauquin, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Marc Mauquin, que vous connaissez, qui est fondateur et rédacteur en chef de la revue Revues et Corrigées, qui était déjà venu 2 fois sur Microciné et qui fait aussi partie de l'équipe Pardon le cinéma. Donc, merci à toi, Marc. Une question que je pose très souvent pour essayer de comprendre, de cerner d'où vient cinématographiquement mon invité, c'est la question de l'image marquante. En fait, je l'ai pas inventé, c'est Serge Danet qui en parlait souvent, à savoir que quand on est enfant, enfin le cinéma c'est plutôt de la cinéphilie, c'est peut-être l'enfance et un enfant, c'est généralement il y a une image comme ça peut être un extrait d'un film, ça peut être une peinture, ça peut être quelque chose que tu aurais imaginé en écoutant de la musique, bref, une image marquante qui aurait un lien avec ce que tu es aujourd'hui, avec ton rapport aux images. Est-ce que tu aurais, toi, cette image marquante ? La réponse risque d'être un peu classique et pas ultra novatrice, parce que je pense que aussi quand on est enfant, on regarde des films qui sont pas forcément les plus élaborés, soyons-en sûrs. Non, moi j'ai grandi beaucoup avec forcément des dessins animés, des choses comme ça, et s'il y a une image qui m'a vraiment marqué, ou en tout cas un trauma enfantin qui a constitué un certain rapport à ma cinéphilie, c'est sans doute L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, qui est un film que j'ai découvert assez tôt, je devais avoir 4-5 ans. Et ce qui m'a étonné à l'époque, c'est que du coup, on donnait aux enfants, ou en tout cas, moi dans ma famille, des dessins animés Disney assez classiques, et ça sortait un petit peu de ce côté classique. Il y avait quelque chose de l'ordre du gothique et tout, qui était intéressant là-dedans. Et notamment dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, moi j'étais enfant, j'avais enregistré ça parce qu'il passait sur France 3. Et du coup, j'avais récupéré une VHS ripée de ce truc-là enfant, et je la regardais en boucle. C'était pendant les vacances de Noël, et je la regardais en boucle, sûrement 3 ou 4 fois par jour, facilement, hein, parce que mes parents m'abandonnaient devant la télé pour me dire va regarder ça. Et en fait, le soir, je faisais des cauchemars ultra intenses vis-à-vis de ce film, où je voyais Jack Skellington rentrer dans ma chambre. Et en même temps, il y avait un truc quasi d'autoflagellation, parce que j'y retournais le lendemain et je regardais le film encore, malgré les peurs nocturnes, malgré toutes ces terreurs-là. Je continuais à revoir le film encore, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment où mes parents étaient épuisés aussi de ne pas dormir la nuit et ont fini par mettre un coup de marteau dans la VHS, ce qui est une solution plutôt radicale et qui a fait que j'ai redécouvert le film seulement à l'adolescence, vers mes 13-14 ans, et que toutes les images, justement, tu parlais d'images marquantes, ça a été très intéressant de voir justement quelque chose que tu vois quand tu as 5 piges et qui revient quand tu as 13-14 ans te marquer, et où tu fais c'est de là que ça vient, mon amour de tel truc, de telle musique, de telle manière de construire un film, de tel parcours de personnage. Il y a eu un truc de construction vis-à-vis de ce film. Mais au fil des années, entre le moment où tu découvres ce film et puis ensuite les années passent, etc., et tu as un rapport après de plus en plus fort au cinéma, qu'est-ce que toi, tu avais envie de faire qui était pour toi prioritaire ? Est-ce que c'était de continuer à voir des films et puis à un moment peut-être d'en parler aussi, et voire même d'écrire dessus, ou tu avais aussi, toi, envie de construire tes propres images ? Alors, ça a été un peu des deux, en fait. Je crois que parler de cinéma, c'est inscrit à un moment comme une évidence, parce que, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais adolescent et enfant. Et en fait, au bout de 14 ans, avec des amis, on s'est dit, c'est intéressant de faire des pièces de théâtre qu'on nous impose, mais il y a aussi l'envie de créer nos propres choses, créer nos propres histoires et les filmer. Et donc, dès 14-15 ans, j'ai commencé à tourner des petits courts-métrages avec mes potes, qu'on publiait sur Dailymotion, donc vraiment pas les trucs les plus qualitatifs qui soient, hein. Forcément, quand on a 14 ans, on utilise l'appareil photo de papa et maman pour faire des images. Et puis du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 ans, ce qui m'a permis d'aller en école de cinéma. Et à partir du moment où je suis arrivé en école de cinéma, forcément, on s'est mis à beaucoup parler, à avoir du discours sur le cinéma. Et c'est à ce moment-là où
j'ai commencé justement via YouTube à me dire, bah, moi aussi, j'aimerais bien parler de cinéma. Puis forcément, le YouTube ciné commençait à, je vais pas se dire se démocratiser, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'offres. Je suis arrivé dans les premiers en termes d'offres sur YouTube de, voilà, on parle de cinéma et on discute sur le sujet. Et du coup, c'est venu comme une évidence. En gros, quand je peux faire des images, je les fais. Quand je peux pas, j'en parle. Et j'ai toujours été dans cet entre-deux de journaliste ciné et en même temps, au-delà de journaliste ciné, des envies de réalisateurs scénaristes qui s'expriment sur d'autres projets. Et il y avait des revues, des articles, des noms qui t'accompagnaient, que tu lisais? Très gamin, je lisais beaucoup, mais alors là aussi, voilà, moi j'ai grandi avec Ciné Live, qui était forcément, moi, dans mon enfance, il y avait un attrait aussi très bête, parce que il y avait en même temps une critique qui était un peu plus élaborée que pour les magazines justement qu'on pouvait lire à 12-13 ans. Et en même temps, il y avait le côté gadget avec, voilà, vous avez le CD-ROM Ciné Live avec toutes les bandes annonces dessus, puis vous avez un poster, il y avait tout un truc très attrayant pour moi. Donc j'ai commencé à construire ça avec Ciné Live, puis après je suis parti chez Mad Movies à lire énormément. J'ai acheté tous les Mad Movies, je pense, depuis que j'ai 15-16 ans, je pense. Je pense que je les ai tous qui sont dans le placard derrière, et je continue encore de lire Mad Movies. Et après, plus tard, j'ai découvert d'autres revues, forcément. Je me suis mis à lire Les Cahiers du cinéma, je me suis mis à lire Positif, je me suis mis à lire des choses comme ça, parce que je pense aussi qu'on ne parle bien de cinéma que quand on a lu d'autres bien en parler. Tu as créé une chaîne. C'était en quelle année que tu l'as créée, cette chaîne In The Panda? 2012, on fête les 10 ans cette année. 2012, donc comme tu le disais, comme tu le disais d'ailleurs très justement dans l'édito dans la première espèce de présentation de Pardon le cinéma qui date du 15 janvier, tu insistes beaucoup sur le fait que bon, il y avait cette chaîne qui existe encore, il y avait ce concept de face cam, c'est ce que tu dis, hein, c'est exactement ce que tu dis, et tu dis aussi que tu avais besoin d'autre chose. Quand tu as commencé cette chaîne In The Panda à être face cam, à parler donc des films, est-ce qu'il y avait aussi cette chaîne avait été créée parce que tu n'avais pas forcément des opportunités pour discuter de films avec des personnes? C'est plus compliqué que ça, en fait. C'est aussi parce qu'à un moment est arrivé via YouTube la possibilité d'un autre système. Et là où on nous vendait un système très classique, notamment quand on rentrait en école de cinéma, moi je suis rentré en école de cinéma justement en 2012, on nous vendait ce système très classique de vous allez faire votre école de cinéma, puis vous allez faire un court-métrage, puis un deuxième court-métrage, puis peut-être vous obtiendrez des financements pour faire tel truc, puis peut-être qu'un jour vous écrirez quelque chose. Il y avait une sorte de chemin balisé. Et en fait, au début des années 2010, il y a eu cette envie de la part de plein de gens de créer un système en parallèle, créer justement quelque chose d'autre où on pourrait se faire connaître et où on pourrait faire connaître notre travail via d'autres possibilités. Et c'était l'évidence de YouTube. C'est-à-dire que pour moi, YouTube s'est présenté aussi comme une sorte d'Eldorado en me disant, là où j'ai des potes qui vont faire un court-métrage dans l'année et se casser les dents dessus et après apprendre pour faire mieux sur le deuxième, j'avais la possibilité toutes les semaines, si je voulais, tous les jours, si je sortais des vidéos tous les jours, mais j'avais la possibilité, en fait, avec une beaucoup plus grande récurrence de projets, de pouvoir me casser la gueule beaucoup plus souvent et donc apprendre beaucoup plus vite, et peut-être aussi par ce biais-là me faire connaître, et que les projets que je crée sur Internet puissent ensuite me permettre de créer des projets à la télévision, au cinéma, me permettre, ou même devenir journaliste à part entière dans d'autres médias, ce que je suis aujourd'hui, d'avoir cette possibilité-là justement de faire d'autres trucs. C'était pour moi la porte d'entrée d'un système parallèle qui s'ouvrait à nous et qui malheureusement n'existait pas pour les générations précédentes, et nous permettait de créer notre propre voie et d'être maître de ce truc-là. Et ça, c'était l'envie principale. Pardon le cinéma, finalement, c'est une continuité logique de ce que tu avais créé avec In The Panda. C'est une continuité logique, mais en même temps, c'est pour moi l'inverse de Pardon le cinéma. Enfin, pas de Pardon le cinéma, mais de la chaîne YouTube. Ouais. Parce que le YouTube demande un rapport d'identification et de personnification des gens qui est très important. C'est-à-dire cette idée de les gens viennent voir du contenu, et j'utilise le mot contenu de manière pas anodine, les gens viennent voir du contenu, mais au-delà de venir voir du contenu, ils viennent voir aussi la personne. Et donc, du coup, ça demande de créer un rapport de proximité avec les gens, ça demande de... le contenu devient aussi important que la personne qui le dit. Alors que quand moi j'achetais Mad Movies, quand moi j'achetais les cahiers, quand j'achetais tout ça, moi ce que j'achetais c'était la marque, enfin la marque de la revue. Le nom des journalistes, au final, m'importait assez peu, parce que ce que je savais, c'était que ce journal ou cette revue avait un discours qui m'intéressait sur le cinéma, et donc au global, je voulais prendre ça. Ce que YouTube a un peu effacé, parce que le but, c'était
oui, on vient voir l'avis de machin sur tel film, mais au-delà du film, ce qui nous intéresse, c'est l'avis de machin, de cette personne. Et moi, ça a commencé à me déprimer parce qu'il n'y avait pas de contradictoire. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo Facecam critique, et j'avais fait une vidéo il y a quelques années qui a été accueillie avec vraiment avec des fourches, vraiment un petit peu, parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelait le problème de la critique ciné YouTube, et qui était pour moi tout un discours sur le fait que justement la personnification tuait le discours, et que au-delà de ce questionnement-là, bah, on n'avait pas de contradictoire. On avait ce truc où une personne Facecam assène son avis pendant 10 minutes, et moi je l'ai vu, j'ai vu ce truc-là physiquement, je le dis pas comme une rumeur, mais j'ai vu des gens ne pas voir forcément les films dont je parlais, mais ils étaient venus voir la vidéo parce que c'était moi qui en parlais. Et ensuite, je les voyais discuter du film, avoir un avis critique sur le film sans l'avoir vu, mais en reprenant exactement les mots que j'avais prononcés. Et ça me posait problème parce que je me disais, si vous regardez peut-être que ma chaîne ou que ce truc-là, bah en fait, vous n'avez pas d'avis contraire. Vous ne vous forgez pas votre propre avis. Vous vous forgez un avis sur la parole d'un mec sur YouTube et c'est tout. Et c'est ça aussi l'envie de Pardon le cinéma, c'est de remettre un peu l'église au milieu du village et d'avoir ce truc où on a 5 personnes autour d'une table, ils se foutent sur la gueule, ils sont pas toujours d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que en se foutant sur la gueule et en ayant des discours contraires, avec quelqu'un qui peut adorer et quelqu'un qui peut haïr, bah en fait la personne qui devient l'auditeur, s'il n'a pas vu le film, peut pas se faire un avis concret sur la question, à moins lui-même d'aller le voir et de décider alors, ok, je suis d'accord parce que j'aime ça, moi, le but c'est de pousser aussi les gens à se créer leur propre avis critique. Et j'ai l'impression qu'à un moment, le YouTube cinéma a tué la possibilité de l'avis critique. Un confrère critique de cinéma de la presse me disait que la plupart des chaînes YouTube, avec cette idée, ce concept de Facecam, c'était souvent des gens qui se parlaient finalement qu'à soi-même, qui ne parlaient pas forcément aux autres. Et il y a aussi plein dans l'histoire de la critique de cinéma, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des revues, des rédactions et qui écrivaient brillamment, mais qui sentaient qu'il n'y avait pas aussi de retour de la part de leurs propres confrères. Et puis ensuite, ils sont libérés. Je pense par exemple à Serge Danet qui, en travaillant dans Libération, il l'a dit lui-même, il s'est libéré. Et c'était. Est-ce que, avec Pardon le cinéma, la réponse je la connais parce que j'ai écouté quelques émissions de Pardon le cinéma et je crois que la réponse est oui. Mais est-ce que, avec Pardon le cinéma, il y a eu un moment une espèce de ta part de souffle, quoi, tu t'es rassuré, tu étais soulagé, enfin je vais pouvoir avoir un champ contre champ, discuter, avoir un dialogue, une joute verbale. Alors après, soyons très honnêtes, c'est bien, je vais pas cracher dans la soupe. C'est-à-dire que moi, c'est toujours le problème quand j'ai un discours sur le YouTube ciné, les gens me rentrent dedans en disant que je crache un peu dans la soupe parce que c'est ce qui m'a fait connaître et que du coup, vouloir aujourd'hui descendre le business des autres, c'est pas cool. Et je fais que donner mon avis. Et si les gens veulent continuer à faire de la critique ciné sur YouTube, faites-le, parce que j'y ai trouvé une joie à un moment et peut-être qu'eux, ils trouvent une joie actuellement, une joie que j'ai perdue à un instant. Et c'est pour ça, justement, tu parlais de Pardon le cinéma, on retrouve ce souffle, en fait. On retrouve ce truc, en fait. Je pense que la critique cinéma gagne à avoir un discours et un débat, et en tout cas un contradictoire. Et c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, le masque et la plume, ça existe quand même depuis extrêmement longtemps. Et le masque et la plume, c'était ça. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait aussi quand on allait voir le masque et la plume, c'était d'avoir des joutes verbales et d'avoir la possibilité de voir des gens qui se rentrent dedans et qui sont pas d'accord sur les films, et qui ensuite nous poussent nous-mêmes à avoir notre propre avis. Alors, j'aurais pas la prétention de dire bonjour, nous avons fait le masque et la plume 2.0 parce que ce serait extrêmement, extrêmement péteux comme manière, mais ou en tout cas le fils bâtard du masque et la plume, ça me dérangerait moins. Cette idée de on se retrouve, on débat, on se questionne, parfois on change d'avis, parfois on reste campé sur nos positions, mais on retrouve en fait la possibilité d'un dialogue. Et c'est ça que je voulais avec Pardon le cinéma, en gardant une ambiance bon enfant, une ambiance en fait, mine de rien, qui vient de ma génération et de la vision que j'ai d'Internet. Donc, c'est-à-dire une vision où on mange, on boit, on discute, on s'envoie des fions et tout ce genre de joyeuseté-là. Mais en même temps, on parle de cinéma. Et on est capable à la fois de faire des blagues et d'être dans cette ambiance qui dérange plein de personnes. Et ça, je l'entends, hein, qui dérange plein de personnes, ce côté justement un peu YouTube où on se fout sur la gueule et puis on s'envoie des fions et c'est un peu vulgaire. Mais en même temps, être capable ensuite de parler pendant 30 minutes de Powell et Pressburger et d'avoir un questionnement sur leur cinéma et d'avoir en fait justement quelque chose qui soit à la fois une émission populaire, une envie de dialogue où les gens viennent nous entendre débattre et en même temps aussi apporter, je ne vais pas dire une forme d'érudition parce que je pense que être sûrement le moins érudit de la bande, mais
avoir la possibilité justement de faire découvrir des choses aux gens aussi. Le 15 janvier, donc tu es à l'initiative de ce projet, Pardon le cinéma? Totalement. Totalement. À 200%. Et il y a eu et c'est un peu le confinement qui t'a, on va dire, aidé à te lancer? Non, parce qu'en fait, c'est un projet que j'avais depuis l'été d'avant. Ça a commencé à l'été 2019 où moi, j'avais un ras-le-bol de YouTube à ce moment-là. C'est justement, c'est le moment, je crois, où j'ai sorti ma vidéo sur le problème des critiques ciné. C'est le moment où j'ai sorti cette vidéo-là, où j'ai cherché un autre truc et qui s'est trouvé dans le podcast. Et où j'ai commencé à réfléchir, à me dire, il faudrait lancer une émission de cinéma, avoir quelque chose d'un peu rigolo autour de ça, et où j'ai commencé à discuter avec des amis, des gens que je connaissais, en leur disant, voilà, si jamais je lançais une émission, est-ce que tu serais chaud pour le faire? Pour le coup, c'est vraiment moi qui ai construit un peu toute l'émission, qui a décidé, OK, il y aura une partie actu, une partie cinéma du présent, une partie passé. Toute la construction de l'émission est venue comme ça. Après, il a fallu équilibrer l'équipe pour avoir justement des gens qui viennent de cultures parfaitement différentes, mais qui sont capables de s'entendre et de discuter, avoir justement des points de vue. Parce que si c'est 5 personnes autour de la table qui discutent de la même chose, en fait, on s'en branle, quoi. Si c'est 5 personnes qui ont le même avis sur le cinéma, voilà, on parlait de Marc tout à l'heure, je suis très ami avec Marc. Vraiment, on peut faire des soirées, discuter de plein de choses, de la vie, de nos vies. Mais quand il s'agit de cinéma, je sais qu'on ne tient pas toujours le même discours et qu'on est souvent en plus pas d'accord. Mais c'est ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'il m'a fait découvrir des choses, je lui ai fait découvrir des choses, on est rentré dans l'univers l'un de l'autre et c'est ce qui a créé du débat. Et donc, tout ça mute, jusqu'au moment où, vers octobre-novembre, j'ai quasiment mon équipe complète. Et à la mi-janvier, je dis, bah, let's go. On lance. Je demande à Mehdi, qui est un ami graphiste, de nous faire un logo, une DA graphique. Je construis les génériques et on enregistre la première émission sur mon canapé. Mais s'entourer de personnes qui forment un comité de rédaction, c'est le terme exact. Il y a aussi, même si ces personnes-là, comme tu le disais, on prend exemple par rapport à Marc, qui dans le cinéma, vous avez des divergences, certes, mais il faut qu'il y ait entre ces mêmes personnes une certaine idée du cinéma. Est-ce que pour toi, c'était évident, il fallait absolument qu'il y ait une certaine idée du cinéma? Non, je suis contre justement ce genre de case où il faut forcément qu'il y ait une certaine idée. Je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est moi, je serais ravi de mettre autour de cette table quelqu'un avec qui je suis en total désaccord sur une idée du cinéma. Parce que je pense que c'est à travers le débat que justement on crée une parole sur le cinéma qui est plus intéressante. Si je mettais que des gens qui pensent comme moi, bah, je m'emmerderais en fait. Je continuerais le truc tout seul sur YouTube, je me regarderais dans une glace et je serais ravi de parler à mon propre ego. Justement, moi, j'adore mettre autour de la table des gens qui viennent me dire t'es con, tu penses mal. Je trouve ça beaucoup plus exaltant parce que ça me pose à une remise en question et à me demander est-ce que j'ai raison sur ça ou est-ce qu'il a mis le point sur quelque chose qui m'intéresse. C'était ça aussi qui m'intéressait, d'avoir des points de vue vraiment divergents. Après, les gens qui se retrouvent autour de cette table sont et étaient majoritairement des amis, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait cette envie aussi de Marc, quand je lui ai proposé de participer à Pardon le cinéma, on était tous les deux en maillot de bain au bord d'une piscine. Donc il y avait aussi ce truc de on est en vacances ensemble, on discute, on parle de cinéma. Mec, je suis en train de monter un projet. Si je te proposais d'être dedans, est-ce que ça te brancherait? Et lui qui a réfléchi, qui m'a dit bah oui, pourquoi pas, faut que je vois. Donc il y avait aussi ce truc de avant tout, je veux des gens avec qui je m'entends dans le perso, avec qui voilà, personnellement, il y a quelque chose qui ressemble de près ou de loin, ou de même très très près à de l'amitié, pour ensuite qu'on puisse discuter ensemble. Alors, une question, et il faut surtout pas que celles et ceux qui nous regardent vont croire qu'il y a une forme de prétention, parce que moi-même, quand je me suis lancé, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, il y avait aussi l'envie de faire quelque chose que je vois pas forcément ou que je vois rarement sur YouTube. C'est-à-dire... la question... excuse-moi, je te coupe. Je trouve ça très juste ce que tu dis. Et en fait, pour moi, c'est même le plus important. Je pense que quand on crée quelque chose sur Internet et quand on a la liberté de créer quelque chose sur Internet, il faut créer ce qu'on aimerait voir. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours essayé de dire, OK, ce truc-là n'existe pas sur Internet et j'adorerais voir ce contenu. Moi, en tant que spectateur, parce que je suis un énorme spectateur de contenu YouTube, de podcasts, de ce genre de choses-là. Et je me dis, putain, cette case est manquante. J'adorerais que quelqu'un fasse ce truc. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, si personne le fait, je vais le faire moi. Et puis, je serai le spectateur de mon propre truc en quelque sorte. Mais cette case est manquante, j'ai envie de voir ce contenu-là. Et j'imagine que c'est pareil pour toi avec Microciné.
ton envie à un moment de tiens, j'aimerais voir ce genre de dialogue avec des gens, ce genre de discours sur le cinéma, je vais créer cette case-là sur YouTube parce que je trouve qu'elle n'existe pas. Voilà. Alors, je sais pas si elle n'existe pas. Je suis persuadé que ça existe, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'en voir. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Est-ce que, et donc, je pense que, à mon avis, lorsqu'on se lance dans un projet, il y a toujours, ça résulte toujours de quelque chose qu'on a envie de voir et qui n'est pas forcément aussi simple. Est-ce qu'il y a de cela aussi avec, pardon, le cinéma, à savoir une équipe, des gens, des films, et on va discuter autour de cela. Est-ce que tu sentais peut-être, et je te parle pas de ton expérience personnelle que tu nous as racontée au début de l'émission, mais est-ce que tu avais tendance à ne pas forcément voir ça, pas forcément sur YouTube, hein, ça peut être aussi dans d'autres podcasts audio. On a utilisé YouTube comme plateforme de lancement, vu que forcément il y avait beaucoup de gens qui suivaient ma chaîne. On a publié les 4-5 premiers épisodes sur ma chaîne YouTube pour permettre aux gens de YouTube de transvaser le public d'un média à l'autre. Voilà. Et après, on a très vite arrêté parce que c'est un format qui fonctionnerait pas sur YouTube et qui m'intéressait pas sur YouTube. Parce que YouTube a le besoin d'avoir un visuel, comme je disais, de cette identification. Et moi, je voulais tuer ça et avoir que du son, justement, qu'on s'intéresse au discours et un peu moins aux personnes. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec Pardon. Après, c'est surtout une excuse pour voir mes potes toutes les semaines, boire des coups avec eux et parler de films. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Non, mais soyons très honnêtes 3 secondes. C'est le plus beau là-dedans. J'ai du mal à te croire quand même. J'ai du mal à te croire. Mais si, il n'y avait pas d'envie professionnalisante derrière. C'est-à-dire que le fait qu'on sorte... Pardon, je vais te couper la parole, j'en suis désolé. Je suis désolé, quand je t'écoute parler de Nos frères blessés, d'ailleurs, Cisterne, il y a quand même des mots que je trouve géniaux. Je trouve que j'ai rarement entendu ça, en tout cas, parler de. Quand tu parles de ce film en expliquant que François Mitterrand, dans ce film, a du sang, et que tu parles de l'Algérie, tu vas même jusqu'à parler de certaines choses où il faut vraiment connaître bien l'Algérie pour, par exemple, à savoir que la rue Fernand-Yveton, effectivement, il y avait eu une manifestation, une pétition. Je sais pas comment tu l'as su, mais il faut vraiment connaître le milieu. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'il faut être algérien, mais il faut suivre un peu ce qui se passe en Algérie. Je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur le sujet avant d'en parler. Pardon, mais je veux dire, il y a un truc qui a changé. Il y a quelque chose même de l'ordre qui est très politisé. Ça n'est pas qu'une réunion de personnes qui vont boire des coups, qui vont parler de cinéma, même si c'est très bien. C'est associé le cinéma. C'est très chabrolien ce que tu dis. Mais les réunions entre amis sont ultra politisées. Quand on rejoint des amis pour boire des coups et pour discuter, à un moment ou à un autre, on a un discours politique. Moi, on a changé la manière de faire à un moment, forcément, mais inconsciemment. Ça n'a pas été de notre volonté. À la base, c'est vraiment, et c'est toujours pour moi, une excuse pour voir mes potes et pour parler de cinéma toutes les semaines avec eux. Sauf que, forcément, là, ça va faire plus de 2 ans qu'on fait l'émission maintenant. Forcément, à un moment, il y a des pubs qui rentrent en jeu, donc il y a une question d'argent, il y a des projets externes qui se montent, on a fait un événement en public, on a fait un livre qui est derrière, achetez-en plein s'il vous plaît, ils sont encore en stock. On va en parler, on va en parler après, c'est prévu. Trop bien. Mais du coup, voilà, là on rentre dans un truc beaucoup plus professionnalisant. Mais l'émission en elle-même, on ne s'est pas rendu compte au départ, je vais être très honnête avec toi, vraiment, peut-être qu'on est un peu con, peut-être qu'on est un peu naïf, on ne s'est pas rendu compte que c'était du travail. Et ça l'est devenu très très fort par la suite, parce que faut voir les films, faut avoir préparé. Tu parlais de la question de Nos frères blessés. Moi, je ne voulais pas parler de ce film sans m'être renseigné avant, avoir lu des textes sur le sujet, essayer de comprendre d'où vient le film, d'où vient tout ça. Donc, ça devient un travail. Ça devient vraiment un travail parce que l'exercice critique est un travail en soi. Et c'est ce que ça te plaît. Mais ça te plaît, j'ai l'impression de plus en plus. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Mais j'ai toujours aimé l'exercice critique. C'est un truc qui m'a toujours passionné, même sur YouTube. À la différence que sur YouTube, je le faisais pour moi. Alors que là, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que quand on fait une vidéo YouTube et qu'on parle à une caméra, qu'on coupe et que c'est terminé, on n'a personne à convaincre à part nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on écrit notre texte et on se dit « Ok, moi je pense ça, c'est très bien ». Là, quand on est autour d'une table et qu'on sait qu'il y a 4 personnes qui peuvent avoir un avis différent de nous, on prépare. Parce qu'on sait qu'il va falloir stratégiquement préparer, ok, telle personne va dire tel argument, je sais que telle personne va partir plus sur cet axe-là, comment moi je peux l'axer pour que mon point de vue reste intéressant au milieu. On réfléchit aussi à ça, parce que l'exercice de la critique est aussi l'exercice de convaincre l'autre que notre avis, ou en tout cas notre point de vue sur le film est intéressant. Et donc ça s'est transformé. Ça s'est transformé en, je parlais de joute verbale, mais c'est vraiment cette question-là. On est passé de la soirée entre potes où on boit des coups, qui est toujours le cas, c'est toujours une soirée entre potes où on boit des coups, hein. Si vous saviez tout ce qu'on coupe dans le cinéma entre les films où on se fout sur la gueule et on parle de nos vies, vraiment on pourrait faire des versions longues de 5 heures de chaque émission, et on a quand même cette envie de plaisir de rhétorique et de débat. Mais
c'est devenu professionnalisant sans même qu'on s'en rende compte. Il y a un moment où il y a eu un turning point et on a fait « Ah tiens, maintenant c'est du boulot ». Mais c'est pas grave, parce que c'est du boulot que je fais avec... c'est sûrement le truc qui me demande le plus de boulot de ma semaine, mais qui est le truc qui me passionne le plus. Question ultra provocatrice. Vas-y. Est-ce que c'est un exercice critique ce que vous faites dans l'émission? Bah ça, c'est une vraie question, mais à laquelle j'ai pas de réponse. C'est parce que, déjà, avoir une réflexion sur moi-même, c'est pas à moi de l'avoir. Je pense que les gens peuvent se faire un point de vue sur ce qu'on crée sans que moi, je commence à essayer de m'auto-diagnostiser et puis je paye un psy assez cher chaque semaine pour qu'il le fasse pour moi. Mais pendant très longtemps, j'ai cru que l'exercice critique passait forcément par l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, pour faire de l'exercice critique, il fallait à un instant passer par la forme écrite. Et du coup, je trouvais que c'était un peu bête et vain comme pensée, parce que ça discréditait toutes les autres possibilités de parler de cinéma. C'est-à-dire que ça voudrait dire, par exemple, que Le Masque et la Plume n'est pas un exercice critique. Oui, mais c'est composé de critiques presse. Oui, mais du coup, quand moi, j'arrive autour de la table, que j'ai écrit, parce que sur chaque film, j'ai pas un texte, mais j'ai les notes, les grands axes que je veux aborder, les références que je veux citer. Je sais très bien quel discours je vais élaborer et comment il est construit. Moi, j'ai écrit quelque chose avant d'arriver. Puis même sur YouTube, à l'époque, j'écrivais quelque chose. C'était pas juste, je pose ma caméra, je parle et puis bonsoir. Quand j'arrive et que j'ai écrit ça, et que les gens aussi, eux, ont préparé quelque chose, pour moi, on est encore une fois dans une nouvelle forme d'exercice critique. Après, je veux pas que ça fasse pompeux, ce truc de oui, excusez-nous, nous sommes de la critique cinématographique, blablabla. Toujours un peu pompeux de se prétendre peut-être ce qu'on n'est pas. Moi, je me pose pas la question, en fait. Juste, on le fait. Si des gens le prennent pour ce truc-là, bah, tant mieux. Si des gens ont envie de le rejeter en bloc, dommage. Moi, je pense qu'on cherche tous à un moment une quête de légitimité et rentrer dans des cases, nous y êtes pas forcément. Il y a quelques années, j'avais été interviewé par le syndicat de la critique, justement, et on avait une question sur l'évolution de la critique via le système YouTube et tout. Et moi, ce que je disais à l'époque, et qui est quelque chose que j'ai toujours maintenu, c'est il faut que chaque corps de métier puisse dialoguer avec les autres. Il faut que la critique presse apprenne des nouveaux formats, mais il faut surtout aussi que les nouveaux formats apprennent de la critique presse et de où ils viennent, quelles sont leurs racines, pour réussir à créer justement une nouvelle forme critique. Après, encore une fois, comme je disais, je ne veux pas rentrer dans une case où je dirais évidemment que nous sommes de la critique, parce que ce serait peut-être un peu pompeux. C'est assez incroyable. J'ai jamais entendu, depuis que depuis que je suis dans ce milieu de la critique, depuis plus de 20 ans, j'ai jamais autant entendu des sempiternelles questions sur la légitimité ou non, sur la critique de cinéma ou non, que depuis que je suis sur YouTube. C'est même parfois assez effarant. C'est assez effarant. C'est toujours, mais parce que moi, c'est les anciens modèles ont peur des nouveaux. Alors que, comme je disais, c'est dommage parce qu'on pourrait dialoguer avec. C'est-à-dire que quand la critique presse a vu arriver les blogueurs à une époque, il y a eu une forme de mépris de la part des critiques presse, des blogueurs qui arrivaient. Et quelque chose qui s'est... Bah, voilà. Non, mais je te l'apprends pas. Donc, tu vois, il y a eu à un moment ce truc de bah non, excusez-nous, nous, on est dans un journal, on est édité et tout, on est de la vraie critique. Et puis après, quand YouTube est arrivé, bah, y a eu quelque chose de semblable parce que les blogueurs ont commencé à regarder les critiques d'un mauvais œil en disant oui, vous filmez, vous faites votre vidéo, c'est pas très bien construit, alors que nous, on a passé des heures à écrire notre texte sur notre blog. Il y a toujours eu cette forme de mépris perpétuel d'un ancien système qui regarde un nouveau. Et moi, je trouve ça dommage parce que c'est des systèmes qui peuvent dialoguer. Dans le cinéma, on a Marc qui a une revue de cinéma sur le patrimoine. On a Simon qui, lui, est rédacteur en chef d'Écran Large, donc qui vient aussi d'une certaine forme web et qui en plus fait du contenu sur YouTube lui aussi. On a Sophie qui à la base est attachée de presse. On a Alexis qui écrit chez SoFilm mais qui a aussi un blog avec le Grand Oculaire. Et puis si on veut parler même de mass média un peu plus classique, on a Arthur qui lui écrit pour Combini. Donc du coup, c'est vraiment plein de médias différents. On se rencontre pour discuter ensemble. Et je trouve ça 100 fois plus intéressant quand on crée cette, je vais utiliser des gros mots, j'allais dire cette convergence des luttes. Tu vois, qu'on a vraiment ce truc justement de tous ensemble, on se rassemble et on discute, plutôt qu'à un moment essayer de mépriser un système, peut-être parce que soit on en a peur, peut-être soit on le comprend pas, peut-être on n'a pas les armes pour le saisir. Moi, j'ai toujours été très admiratif, et je vais le dire et je vais le remercier, d'avec quelle bienveillance j'ai toujours pu dialoguer avec Philippe Rouillet. Moi, ça a toujours été
la première fois que je l'ai rencontré, il a été ultra bienveillant avec moi, il m'a conseillé sur plein de choses, il est venu sur ma chaîne YouTube intervenir, il a fait des choses dans ce sens-là et ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir parce qu'à un moment, je me suis senti considéré. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à dialoguer et à faire évoluer l'image de la critique en France si on ne dialogue pas avec les autres. Si on reste dans notre case à dire moi, ma pensée, c'est ça et les autres, vous êtes des cons, tout ce qu'on va créer, c'est des nouvelles guerres de chapelle qui n'intéressent pas le public. Et juste créer de la division pour pas grand-chose, quoi. Mais je pense qu'un critique de cinéma, quel que soit son rang, et depuis l'histoire même du cinéma, je crois qu'il a besoin d'être considéré. Je crois que c'est oui. quelque chose de... C'est sain en même temps, c'est fondamentalement sain, c'est pas grossier de le dire. Oui, mais le problème, c'est que le mot critique cinéma, forcément, est une case dans laquelle il y a ceux qui rentrent et ceux qui ne rentrent pas. Et donc, du coup, qui décide? Qui décide qui rentre dans la case et qui décide qui n'y rentre pas? Franchement, pour être honnête avec toi, moi j'ai mon petit point de vue sur la question que je ne donnerai pas ici, de gens où je me dis, bah eux c'est des critiques, eux c'est pas des critiques. Mais même ça, il y a une forme un peu méprisante derrière, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça que je te dis, pardon, le cinéma, est-ce que c'est de la critique? M'en fous. Vraiment, je suis dans ce truc de peut-être, peut-être pas. En tout cas, on essaye de parler de cinéma, de dialoguer autour du cinéma et d'offrir aux gens un point de vue sur les films qui sortent chaque semaine. Après, eux en font ce qu'ils veulent. Il y a quand même quelque chose d'assez, enfin, que je remarque, que j'ai remarqué en écoutant les différentes. J'ai pas tout écouté malheureusement, j'ai écouté pas mal d'émissions, mais il y a quand même quelque chose qui ressort de tout cela, c'est que autant que vous parliez de ce que vous appelez le cinéma du passé, donc les films qui vous ont construit, et le cinéma du présent, les films qui vont vous construire. Et d'ailleurs, le livre, en l'occurrence, parle aussi de ça. On va parler juste après de ça. Il y a quand même un truc, un lien qui vous unit tous, c'est comment j'utilise le film pour regarder le monde. Et j'ai l'impression que ça, c'est très important pour vous. Je ne sais pas si c'est important, en tout cas, on est dans ce discours qui est le discours bateau, hein, qui est le cinéma est politique et le cinéma offre une réflexion sur le monde qui nous entoure, et donc du coup, comment analyser le monde qui nous entoure à travers la vision d'un cinéaste dans son film. J'ai pas l'impression qu'on est en train de réinventer l'eau chaude quand on pense ça, tu vois. C'est juste notre vision. Et même, ça a été des débats très importants. Je me rappelle à l'époque de Bac Nord, où on avait des débats sur la question et des trucs qui ont beaucoup agité la sphère web à l'époque avec vu la vision fasciste que ça donne de la société, forcément Bac Nord c'est un mauvais film. Non, ça peut être un très bon film au discours dans lequel tu ne te reconnais pas, avec un discours nauséabond, mais ça peut être un très bon film. Et nous, c'était tout notre axe de pensée là-dessus, et ça a toujours été notre axe de pensée. Alors évidemment, quand on est en désaccord avec ce que raconte le film, on va le notifier, parce que c'est aussi... moi, je bride personne autour de la table. Si des gens ont envie de dire un truc sur le film, ils le disent. Je serai personne pour leur couper la parole. C'est leur discours, c'est leur point de vue, et il leur appartient. Moi, la vision dans laquelle je prends, c'est évidemment, des fois, je suis en désaccord avec le discours de film que je regarde. Je le notifie. C'est pas pour autant que je descendrai un film, ou c'est pas pour autant que j'empêcherai quiconque d'aller voir un film parce que moi-même, il me met mal à l'aise ou il me met en désaccord. Alors, effectivement, tu réponds à une question que je n'ai pas forcément, que j'ai posée. Enfin, la question que j'ai posée, j'ai pas été peut-être très clair, mais j'entends ce que tu dis. Mais quand je parlais de regarder le monde, c'était surtout à travers plutôt le style, à travers la mise en scène. Parce qu'en vous écoutant, il y a quand même quelque chose qui s'inscrit dans cette émission, c'est qu'il y a quand même une certaine idée de mise en scène qui prend forme, et on voit un peu le cinéma comment dire, c'est pas que vous défendez, mais qui vous semble important, en tout cas, qu'il faut. Il y a un moment, même un édito qui parle en fait de pourquoi on a besoin de voir du bon cinéma. Il y a un truc comme ça, et ça c'est important aussi. Donc j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, entre 2020 et aujourd'hui, plus il y a ce rapport au monde qui de plus en plus. Alors c'est pas explicite, mais on le sent. On sent qu'il y a un truc comme ça dans cette émission qui fait que vous n'avez pas encore été très loin, j'ai l'impression. C'est dans l'idée de mise en scène. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important chez vous. Alors, et qui n'est pas si bateau que ça, Victor. Hein, parce que pour écouter un peu ce qui se passe à droite, à gauche, la mise en scène n'est pas quelque chose qu'on analyse très facilement. On parle d'autre chose. On parle plutôt de scénario, on parle de tout ça. Mais la mise en scène, c'est toujours très particulier. Je pense qu'il y a une évidence, c'est qu'on a tous nos marottes.
Et que moi, par exemple, je suis sensible à une certaine manière de mettre en scène le cinéma, une certaine manière de le filmer. Si je devais aller beaucoup dans les clichés, je dirais, alors là, ça va être vraiment très cliché ce que je veux dire, mais quand il y a des lumières néons, des ralentis et qu'il y a marqué Nicolas Winding Refn dessus, je suis ravi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bête, mais on a tous nos petites passions. Je ne sais pas si on défend un cinéma qui est important, on défend un cinéma qui nous parle et qui nous est important. Chacun à notre échelle. Et je sais par exemple que on a eu des débats récemment très envolés sur un film qui s'appelle Bruno Redal. D'ailleurs, peu de gens ont consacré sur le web et tout du temps à Bruno Redal, qui est un film qui, je pense, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peut apporter un débat passionnant. Et je sais par exemple qu'autour de la table, il y avait des gens qui étaient passionnés par le long métrage, mais vraiment en parlaient comme quelque chose d'important dans le cinéma français, de par son travail esthétique, de par son travail, tu parlais de scénario, mais d'écriture aussi, et d'autres qui étaient complètement réfractaires, complètement allergiques. On peut pas aller contre aussi le fait que chacun a sa sensibilité propre et va l'exprimer à un moment. Je ne sais pas si on met plus en avant que qui que ce soit le travail de la mise en scène, mais on met en avant ce qui nous touche, nous parle le plus. Moi, je sais que je vais avoir tendance à beaucoup discuter sur qu'est-ce que l'image raconte. Et surtout, en fait, le scénario, c'est intéressant, mais le scénario sans forme, c'est que de la gueule, en fait. Le scénario, c'est voilà, si je veux lire un livre, je lis un livre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le scénario est mis en image et comment les images racontent quelque chose que le réalisateur a voulu faire passer. Encore une fois, je te dis, je ne suis pas en train de réinventer l'eau chaude en te disant tout ça. Je dis juste que pour moi, c'est important. Après, c'est important pour moi, peut-être moins pour certaines personnes autour de la table. Je sais qu'il y a des gens qui privilégient beaucoup plus le travail de l'écriture. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on débat et on se rentre dedans, parce que parfois, en fait, on analyse chacun le film par un prisme différent, ce qui nous fait l'aimer ou le détester. Comment vous les choisissez, les films ? Alors, ça, c'est un peu moi tout seul. On y a répondu dans un épisode récent. En fait, à chaque fois, je m'intéresse aux sorties de la semaine. Je regarde vraiment, j'ai un tableau sur les 15 semaines à l'avance. Je regarde qu'est-ce qui va sortir dans 2-3 semaines. Je garde pour la catégorie présent j'essaie toujours d'avoir 3 ou 4 films pour la catégorie présent qui sont pour moi les films importants. Pas forcément les films les plus vus, mais les films importants. Donc ça va être évidemment la grosse sortie. Tu vois, par exemple, la semaine prochaine, il y a Doctor Strange 3. Bien évidemment qu'on va parler de Doctor Strange 3, tu vois, c'est évidemment parce qu'il faut aussi que les gens viennent chercher les gros blockbusters et ce genre de choses-là dans l'émission. Mais après, je m'intéresse aussi aux petits films, je regarde les synopsis, je m'intéresse aux carrières des réalisateurs, je regarde les bandes annonces et je me dis, ah tiens, ça m'intéresse, ça on pourrait avoir un débat intéressant. Parfois, le film m'intéresse pas, mais je me dis, on peut avoir une discussion intéressante dessus. Et donc, du coup, hop, prenons-le pour le mettre dans l'émission. Donc, on a ce truc-là. Donc là, par exemple, pour la semaine prochaine, il va y avoir ça. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus populaire français qui est le film Ténor. Et il va y avoir aussi des choses un peu plus discrètes comme les Passagers de la nuit avec Noé Habitat et Charlotte Gainsbourg. Peut-être un film qui va être moins distribué, mais où je me dis qu'on peut avoir une discussion intéressante sur le film. Et après, il y a des tout petits films. Excuse-moi, j'ai eu une quinte de tout. Après, il y a des plus petits films, soit qui viennent de moi aussi, où je me dis, bon, celui-là, il va être distribué dans 50 salles. Si on fait 25 minutes dessus, ça va être compliqué. Mais il faut qu'on aborde la question de ce film dans l'émission. Du coup, on le met dans les en bref et il y a un chroniqueur qui va le voir. Et on fait toujours en sorte, dans les en bref, c'est rare qu'on fasse des en bref où on démonte un film. À part quand c'est du pur plaisir et qu'on sait que ça va être une grosse comédie nulle et que, voilà, bon, c'est pas très malin, c'est un peu enfantin, mais ça nous fait rire quand même. Mais on essaie toujours dans les en bref d'avoir un chroniqueur qui a vraiment aimé le film. Histoire que, vu que c'est des petits films qui sont distribués parfois entre 30 et 70 salles, notre but, c'est de, je ne vais pas dire de les propulser, mais de pouvoir aussi aborder la question de ces films-là. Et si personne n'aime le film, on va avoir tendance à l'enlever de l'émission, parce que ça ne sert à rien qu'on fasse de la mauvaise pub à un film qui est dans 30 salles, quoi. Et ça, c'est les chroniqueurs qui m'envoient des messages qui me disent, il y a ce petit film qui sort, ok, il va sortir sur 5 salles, mais je trouve que c'est important de le voir. Par exemple, Arthur, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, me dit, voilà, il y a un documentaire par le co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, qui s'appelle J'aime à la fureur. Je trouverais ça intéressant qu'on en parle dans l'émission. Je lui dis, je pense pas qu'on pourra tous le voir, parce qu'il sort dans très peu de salles. Il sortait, je crois, sur 10 copies, quoi, quelque chose comme ça, vraiment très limité. Mais je lui dis, mais si tu veux faire un en bref dessus, vas-y. C'est un peu toujours moi qui ai le dernier mot, pour être honnête, en disant ok, non, ça, je pense qu'il faut le faire sauter ou quoi, parce que c'est moi qui construis l'émission. Mais chaque chroniqueur sait qu'il a la possibilité de venir apporter un nouveau film et de dire voilà, ça, je pense que c'est important, ça, il faut qu'on le mette en avant, ça, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que moi, c'est toujours l'image que j'ai tendance à donner, je crée la coupelle et ils mettent les fruits dedans.
Mais si je ne crée pas la coupelle, les fruits roulent sur la table. Quand je regarde après ça, pardon, c'est de la subjectivité, donc inconcevable pour moi de critiquer une subjectivité. Mais là encore une deuxième question assez provocatrice, mais en même temps c'est tout à fait logique. Je me souviens que tu avais fait une vidéo, pardonne-moi de revenir à In the Panda, mais tu avais fait une vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Tu avais fait une vidéo sur la chaîne In the Panda où tu parlais des répercussions du Covid, en tout cas sur les films qui malheureusement bénéficient de très très peu de copies. Et quand je dis très peu de copies, c'est pas plus de 10 quoi. Et très souvent des films français. Quand je regarde un peu le programme le cinéma, alors peut-être que je me trompe, mais très souvent j'ai l'impression que il y a pas toutes les géographies peut-être cinématographiques qui sont représentées, ou alors parfois il y a, comme tu dis, des petits films à très peu de copies qui sont pas forcément représentés. Pourquoi je te dis ça? Parce que par rapport aux intentions de l'émission, je trouve que parfois il y a une espèce c'est un peu antinomique. C'est compliqué. Et attends, mais en même temps, je sais pourquoi, j'imagine parce que tu l'as dit. Donc, pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a une autre question qui va arriver, qui va se greffer à ça. C'est est-ce que, selon toi, ce que vous faites avec cette émission peut avoir des répercussions sur quelques personnes qui vous écoutent et qui vont donc aller voir ces films? C'est une question légitime parce que des critiques de cinéma dans les années 80 se posaient aussi cette question-là. Donc, je pense que c'est aussi normal que des personnes qui sont dans des podcasts se la posent. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? On se la pose et on le sait. En fait, on se la pose plus parce qu'on le sait. Et là, tout ce que je vais dire fait super péteux et je m'en excuse d'avance. Mais on sait que certains cinéastes, certains comédiens déjà écoutent notre émission. Donc, on n'oriente pas notre point de vue. On n'a jamais orienté notre point de vue et c'est aussi pour ça qu'on s'est toujours battu, nous, pour garder une certaine indépendance. Si on a envie de dire qu'un film, c'est de la merde, même si on sait que telle personne écoute l'émission, on le dira. On ne se gênera pas. Moi, il m'est déjà arrivé que Pardon le cinéma fasse que certains réalisateurs, dont je ne citerai pas le nom, m'envoient des SMS d'insultes. C'est déjà arrivé que après une critique un peu assassine d'un film, je ne citerai pas quel réalisateur m'a envoyé ça, mais quelqu'un m'a envoyé que j'étais un Mongolien fini qui avait rien compris, blablabla. Il n'avait pas aimé ce que j'avais dit sur le film globalement. Je te rassure, ça existe depuis la nuit des temps, ce genre de mais c'est pas grave. Cinéaste critique. Hein, donc c'est pas grave. Et on sait aussi que certains distributeurs s'intéressent beaucoup à ce que Pardon va dire. On le sait parce qu'ils nous l'ont dit. Et on sait aussi que certains réalisateurs, moi je sais que une très grosse sortie française dont je ne citerai pas le nom, le réalisateur a demandé aux attachés de presse avant, est-ce que vous savez ce que Pardon le cinéma va en dire avant. Donc nous-mêmes, ça nous met dans une position où maintenant on sait qu'on est écouté. Je ne pense pas qu'on ait de l'influence sur les sorties des gros films. Ce serait très présomptueux de le penser. De se dire, oui, évidemment qu'on va influencer les entrées des Animaux Fantastiques 3. Absolument pas. Par contre, j'ai tendance à croire que sur des petites sorties, justement, sur des trucs à 10 salles, on peut peut-être encourager les gens à y aller. Et on le voit parce que, par exemple, Sophie a fait un très beau passage récemment sur le film Murina, qui avait reçu la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Elle a fait un très très beau truc dessus. Et on a reçu des messages de gens, on a vu des images sur les réseaux sociaux de gens qui nous ont dit « J'avais jamais entendu parler du film, mais vu tout le bien que vous en avez dit dans l'émission, je suis allé le voir et ça a été une belle surprise. » Honnêtement, je pense pas qu'on influence énormément et que ça change énormément les entrées des films. Mais à notre petite échelle, peut-être. Et si ça permet de faire augmenter les entrées de certains films, nous, on est ravis. On est ravis parce que c'est des petits films qu'on va défendre. On sait qu'ils sont parfois un peu sous-distribués. Si on peut les mettre en lumière, nous, on est ravis. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué. Il y a parfois des émissions spéciales et où vous invitez donc pour le coup des comédiens ou alors des auteurs. Je pense au Palmacho ou Virginie Efira, pardon, et puis au Marmaille d'ailleurs. Alors, est-ce que ce concept-là, est-ce que quand tu t'es lancé quand vous vous êtes lancé dans l'aventure, est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais à un moment, il faudra qu'on passe un jour par ça? Non, pas du tout. À 0%. C'est au feeling, quoi. Cette émission marche au feeling. Bah ouais, un peu. C'est bête. On a des idées. On a un plan en tête on sait qu'on a des gros projets qui arrivent dans les mois à venir. Des choses que je peux pas annoncer maintenant. On sait qu'on a des gros projets. Mais
sinon, majoritairement, c'est un peu au feeling. Ne serait-ce que les invités aussi, c'est un peu au feeling. C'est Pio Marmaille, on a fait des pieds et des mains pendant 6 mois pour la voir. Tout est né à partir d'un délire en vacances où on avait vu une vidéo de Pio Marmaille. Et d'attaché de presse en attaché de presse, qui a parlé, qui a écouté l'émission et tout, c'est remonté jusqu'aux oreilles de Pio Marmaille, qui un jour m'a appelé et m'a dit cette phrase qui restera célèbre, qui m'a dit je suis disponible à gogo. J'ai dit eh bien si tu es disponible à gogo, Pio, viens quand tu veux. Et ça a été notre première émission spéciale qui n'avait pas vocation à l'époque à devenir quelque chose de récurrent. Les émissions spéciales sont devenues récurrentes depuis plusieurs mois parce qu'on a créé ce système comme un Tipeee en fait pour essayer de soutenir un peu l'émission financièrement, et on donne du coup aux gens qui sont abonnés à Pardon le cinéma un épisode exclusif avec un invité par mois. Et donc là du coup il a fallu qu'on ratisse large sur ok, qui on connaît, et si on les connaît pas, qui on a dans notre truc de contact pour peut-être choper qui que ce soit à droite, à gauche. Et maintenant, du coup, on y réfléchit beaucoup plus. Mais ça n'a jamais été l'ambition de départ. Moi, déjà, quand j'obtiens des interviews sur la chaîne YouTube, je suis toujours ravi. Moi, je suis très innocent encore à ce niveau-là. Je suis là à me dire, ok, trop bien, je vais interviewer machin, je suis content. Mais là, par exemple, le Palma Show, c'est parce que vu que je viens du web et que eux aussi viennent du web, on s'est croisés plusieurs fois il y a plusieurs années. Je me suis dit, oh, c'est cool, ce serait cool de les avoir. Virginie Efira, alors ça, c'est parce qu'on a, alors, ça, c'est absurde. Virginie Efira, c'est parce qu'on a croisé Valérie Donzelli au festival de Gérardmer, qui nous a dit, putain, vous êtes l'équipe de Pardon le cinéma. Virginie Efira me parle tout le temps de vous. Et j'ai ah bon? Et en fait, Virginie Efira écoute Pardon le cinéma depuis un bon bout de temps, depuis le dernier festival de Cannes. Je crois qu'elle cherchait des trucs sur Benedetta à l'époque, et donc elle est tombée sur notre émission, et donc elle a continué à écouter, et elle est venue dans l'émission, et c'était passionnant. Puis même récemment, on a eu Manuel Alduil, le directeur du cinéma de France Télévisions, donc on essaye aussi de ne pas avoir que le côté resta aussi, mais d'avoir aussi des gens qui sont dans le milieu du cinéma et qui sont aussi passionnantes, qui ont un discours passionnant sur le sujet. Pour le coup, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse ça avec Pardon le cinéma. Maintenant, on le fait, j'en suis ravi. Le but maintenant, c'est que ça ne parasite pas notre discours critique. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'avoir des gens dans l'émission qui sont hors promo. Parce que sinon, forcément, on est en train de servir la soupe à un film qu'on va peut-être démonter plus tard, et donc du coup, ça n'a pas d'intérêt. Le Palma Show, on les a eu 2 semaines après la sortie des vedettes, à un moment en plus pas facile, parce que le film était en train de se planter. Donc du coup, on a eu une discussion avec eux là-dessus, sur la baisse des entrées. Virginie Efira, elle avait pas de film en salle, ce qui était bien la première fois de l'année. Elle avait pas de film en salle à ce moment-là, donc ça c'est vrai. Non mais oui. Non mais c'est vrai, tu as raison de dire ça. Et parfois j'ai l'impression d'avoir loupé. Enfin, j'ai toujours 2 films en retard avec Virginie Efira, mais c'est bien. Mais du coup, on l'a eu vraiment hors promo, alors qu'en plus elle venait d'être annoncée comme maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes, donc ça tombait bien. Et les prochains invités aussi, on sait déjà qui on va avoir en prochains invités, ils seront hors promo. Parce qu'on ne veut pas justement que le fait que des gens viennent s'asseoir autour de cette table et qu'ils soient possiblement ensuite dans des films qu'on va critiquer puisse influer sur notre discours. Ce serait... regarde, on a eu Virginie Efira dans l'émission. Je crois que tous les films avec Virginie Efira qu'on a traités dans l'émission, Simon les a démontés. Il n'y a pas un seul film avec Virginie Efira que Simon n'a pas démonté dans l'émission. Mais on est capable ensuite d'échanger et de dialoguer. C'est l'émission du dialogue. Pire phrase, mais voilà. Et comment vous allez dialoguer cette année pour la 2e fois au Festival de Cannes, parce que vous l'avez déjà fait l'année dernière? Comment on couvre un festival? Ça, pour moi, c'est une question extrêmement fondamentale, surtout en tant que journaliste, c'est une question fondamentale, parce que me concernant, c'est peut-être la période la plus dégueulasse pour un journaliste. C'est tellement très compliqué que ça en devient juste frustrant. Moi, j'ai jamais aimé couvrir les festivals. Et là, je me suis dit, mais eux, déjà, petit 1, vous y prenez du plaisir, et petit 2, comment vous couvrez un festival comme Cannes, qui est peut-être le plus grand festival au monde? Cannes, en fait, a cette particularité, mais pas que Cannes. Je pense que les festivals en général, c'est aussi l'école de la frustration. Parce qu'on sait qu'on va pas y arriver, parce qu'on sait qu'il y a des trucs qu'on va pas avoir, des trucs qu'on voudrait ou quoi. Ouais, mais Cannes, quand même, t'as 25 films par demi-journée, je veux dire, et à un moment, il faut... non, mais c'est vraiment ça. Encore une fois, on a l'avantage d'avoir une équipe, donc ça veut dire que les gens vont un peu voir ce qu'ils veulent. Moi, j'impose pas de film à Cannes, à part quand on sait qu'il y a un gros événement. Tu vois, il y aurait, je sais pas, par exemple, chez Top Gun qui va être sur la croisette, là, évidemment qu'on va pas le rater, que personne va le rater pour l'émission. Non, nous, quand on fait Cannes, le plus compliqué, c'est de nous organiser parce que c'est beaucoup de travail. En fait, les gens ont l'impression que tout ce qu'on fait, c'est voir des films pendant 2 semaines et que c'est plaisant. Déjà, voir 3 films, 4 films par jour pendant 2 semaines a créé une forme d'épuisement à un moment. On va pas mentir.
aux gens, c'est forcément, ça crée une forme d'épuisement. C'est très cool comme métier. À la fin, on est crevé. On va faire comme l'année dernière, on va faire une émission par jour. Donc là, déjà, ça demande de caler un enregistrement d'1 heure par jour. Ensuite, moi, j'ai une équipe qui est déportée à Paris qui s'occupe du montage parce que, pardon, le cinéma, c'est moi qui fais le montage en temps normal. Mais là, j'ai un monteur à Paris à qui j'envoie l'épisode. Enfin, j'envoie les rushs. Il monte l'épisode. 2 heures après, il me renvoie. Et moi, je suis dans la salle à Cannes avec mon MacBook et je suis en train d'uploader l'épisode avant que le film commence. Donc, c'est toute une organisation comme ça. On ne l'avait pas fait l'année dernière, mais on va le faire cette année. On va être en partenariat avec Sens Critique. Comme à l'époque, moi, je faisais des vidéos avec Sens Critique, à la différence que là, c'est Pardon le cinéma qui va être en partenariat avec Sens Critique pour là aussi avoir une diversité de points de vue. Donc ça aussi, il faut caler tous les jours 1 heure de tournage, puis réussir à caler tous les films au milieu. C'est un peu la course, c'est un peu fatigant. C'est entre les enfers et Disneyland pour moi. C'est vraiment... Et des gens diront Disneyland est une forme d'enfer. Peut-être que du coup, c'est peut-être juste Disneyland. Parce que moi, je trouve que c'est une période qui est super exaltante. C'est 2 semaines où j'ai l'impression de voir la moitié des films qui vont être dans mon top de fin d'année. C'est toujours un truc. Moi, je guette les annonces de Cannes, mais même des compétitions alternatives, que ce soit la quinzaine, que ce soit la semaine de la critique. Je regarde et tout parce que je suis super intrigué. J'ai envie de voir quels sont les films qui vont à un moment susciter mon excitation et tout. C'est très excitant. Mais par contre, c'est un truc où on sait que quand on rentre dedans, on sort sur les rotules. Et là, en plus, on est toute une équipe. Donc, on tient avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'alcool. Et on essaye d'avancer comme ça ensemble. Vous êtes sérieux, bien évidemment, vous ne faites pas les soirées. Hein. On est bien d'accord. Bien évidemment. Vous écrivez pendant... Oui, on est bien d'accord. Il n'y a aucune chance de croiser quelques membres de Pardon le cinéma à une soirée. Jamais. Absolument jamais. On est bien d'accord. Tu parlais d'exercice littéraire. Ce sera peut-être la dernière question de l'émission. Est-ce que tu y penses à ça, à savoir de temps en temps, ou peut-être que tu l'as déjà fait, et je ne le sais pas, et je m'en excuse, mais d'écrire des critiques qui pourraient être publiées un peu partout, quoi. Est-ce que ça te titille aussi, l'exercice littéraire? Alors là, il y a 2 réponses à cette question. La première, je te dirais que je l'ai déjà fait, vu que le livre Pardon le cinéma est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Et c'est un peu ça. On a écrit chacun des textes sur des films qui nous passionnent, et ça a été édité, et ça a été un exercice passionnant. Moi, j'avais jamais fait de livre dans ma vie, donc j'ai pu compter justement sur l'aide de Marc, qui lui en avait déjà fait, et puis avec Revu et Corrigé, avait mine de rien une vraie connaissance du sujet. Donc ça a été un moment très apprenant pour moi. Ça a été vraiment passionnant de faire ce truc-là. Donc l'exercice de l'écriture existe. Par contre, sur l'autre volet, je te dirais que j'ai toujours écrit, en fait. C'est-à-dire que quasiment aucune de mes vidéos YouTube n'est pas écrite. Et notamment à une époque, ce que j'ai fait, qui était de la critique avec de la mise en scène, etc., que plein de gens ont détesté parce qu'ils trouvaient justement que c'était, encore une fois, un peu pompeux. C'était écrit en avance. C'était des pages et des pages de texte, à la différence que je les mettais en images. Mais sinon, c'était des pages et des pages de texte qui auraient pu être publiées en indépendante, mais c'était avant tout des pages de texte. Donc, est-ce que l'exercice de l'écriture me titille? J'ai envie de te dire que, hors Pardon le cinéma, écrire, c'est ce que j'ai toujours fait. Et que, après, les gens le réceptionnent avec un médium différent, donc via YouTube. Donc, forcément, il y a une mise en image de l'écriture, mais c'est avant tout de l'écriture. Et je pense que c'est le plus important, et on en revient à la question de début. Pour parler de cinéma, mieux vaut parfois l'écrire. Tu te considères comme un passeur? Est-ce que c'est à moi de le dire? Je suis pas sûr que ce soit à moi de le dire, tu vois. Est-ce que c'est à moi de dire oui? En fait, aucune réponse est bonne, tu vois. Parce que si je te dis oui, effectivement, je me considère comme un passeur, j'ai un peu peur que ça soit déplacé. Et si je te dis non, je me considère pas du tout comme un passeur, ça aurait pas de sens parce que ça voudrait dire que je fais ça que pour ma gueule et qu'au final, parler de cinéma n'intéresse que moi. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai sûrement commencé tout ce truc-là en pensant très égoïstement que je le faisais pour moi, sans réaliser qu'à un moment ou un autre, des gens allaient lire ou aller voir ou aller écouter les choses que je créais et les choses que maintenant nous créons avec Pardon le cinéma. On oublie très souvent quand on fait Pardon le cinéma qu'il y a un public derrière. Et je pense que la construction de l'émission aussi a cette volonté de passeur, parce que quand on fait le film du passé, il y a aussi cette idée de vous ne connaissez peut-être pas la carrière de tel cinéaste, mais vous devriez vous intéresser. On pense qu'il est important que vous vous intéressiez à tel truc ou tel truc. Donc peut-être qu'on l'est malgré nous, mais je pense que c'est un truc qu'il faut oublier.
faut pas faire ce qu'on fait pour obligatoirement se dire je suis là pour faire passer quoi que ce soit. Je pense qu'il faut avant tout le faire avec honnêteté et avec envie de parler de cinéma de manière correcte, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. Après, les gens le réceptionnent et en font ce qu'ils veulent. Moi, je suis passionné par la question de quand tu crées quoi que ce soit, mais que ce soit un exercice critique, une œuvre littéraire, un film, à partir du moment où c'est sorti, ça ne t'appartient plus. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et ça peut très vite te dépasser et ne plus être toi ce que tu envisageais. Donc, les gens feront ce qu'ils veulent de par dans le cinéma. Et je pense que c'est ça le plus important. Et nous, on essaiera de faire en sorte qu'ils aient les choses les plus intéressantes en main pour en faire des belles choses. Alors, Pardon le cinéma, c'est une émission hebdomadaire, c'est une fois Tout à par fait. semaine, et qui est disponible sur pas mal de plateformes. Et ma dernière question, ce serait, est-ce que le cinéma finit par vous excuser à un moment ou à un autre? Parce que toutes les semaines, ça commence à être un peu... Alors, Ouais, est-ce que le cinéma t'excuse ou vous excuse? pas toujours. Non, mais après, pour être honnête avec toi, pour nous, c'était une manière de nous dédouaner. C'est-à-dire, c'était une manière d'annoncer au public vous allez entendre des trucs qui vont pas vous plaire. Préparez-vous. C'est-à-dire vraiment, vous qui entrez ici, préparez-vous parce que vous allez à un moment entendre un discours qui va vous déplaire. On est désolé, on s'excuse, pardon. Maintenant, excusez-nous, on est un peu bêtes, mais on aime bien les films. Merci Victor, bonne fois en tout cas Merci beaucoup, d'avoir Samir. consacré un peu de temps pour nous parler de cette émission, et puis on vous écoutera en tout cas ce que vous allez commettre comme faute irréparable pendant le Festival de Cannes. On est bien d'accord là-dessus. C'était un plaisir en tout cas, merci à toi. Je rappelle que dans le descriptif, il y aura bien évidemment le lien qui renvoie directement pour l'achat du livre, enfin si vous voulez vous procurer le livre, et puis surtout les différentes plateformes pour pouvoir écouter cette émission. Mais je crois que si vous ne connaissez pas cette émission, je pense que c'est l'outrecuidance qui vous tape dessus. C'était un plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.